Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle preview, la preview du Grand Prix de Belgique 2025. Dans cette vidéo, nous allons tout aborder, que ce soit le tracé, que ce soit les écuries, les évolutions techniques qui sont attendues du côté de Spa-Francorchamps ce week-end, et également pour terminer mon pronostic. Mais avant qu'on commence, un petit mot tout de même, puisque oui, ça fait 2-3 semaines que je n'ai même pas sorti de vidéo, c'est assez rare hein, sur la chaîne, donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, j'ai profité de la trêve. Bien sûr qu'il y a certains sujets en rapport hein, avec la Formule 1 qui sont ressortis ces dernières semaines et je vais les évoquer avec vous. On va notamment parler de Christian Horner ou même de l'évolution qu'a pu rapporter Ferrari il y a une semaine de cela du côté du Mugello. Donc les amis, on est parti pour le point circuit et parlons de ce tracé de Spa-Francorchamps. Je pense que vous le connaissez déjà, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel, notamment au niveau technique. Alors déjà, la première chose à savoir, à Spa, le plus gros problème généralement pour les pilotes et surtout pour les écuries, c'est de trouver la bonne configuration. C'est un circuit qui limite énormément la voiture, surtout à l'avance. Dans le premier secteur, c'est très important d'avoir une bonne puissance moteur et surtout une bonne motricité, surtout lors du premier virage. Le premier virage, la source, est l'un des virages qui demande le plus de motricité à la monoplace et il est important pour les écuries d'essayer d'avoir le moins de traînées possible. Dans le deuxième secteur, on arrive sur un secteur où l'adhérence est primordiale, c'est un secteur où il faut le plus d'appui aérodynamique possible. Pour vous la faire courte, c'est un secteur d'équilibre. On retrouve énormément de virages rapides. Et dans le troisième secteur, on en revient encore une fois à de la stabilité et surtout à de la traction. Il faut une voiture stable à haute vitesse et efficace surtout en sortie de virage. Spa est un circuit qui limite énormément l'avant de la monoplace et bien sûr que ça a un rôle sur la dégradation pneumatique. Et d'ailleurs, au niveau des pneus, chose assez inhabituelle, ce week-end, nous allons utiliser la gomme C1, C3, C4. Nous n'allons pas utiliser le C2. Pirelli a estimé que cela donnerait une plus grande flexibilité au niveau stratégique, donc on pourrait voir des stratégies à un seul arrêt comme des stratégies à 2 arrêts, donc une allocation assez inhabituelle. Là, on a totalement oublié le C2 pour cette course. Concernant la météo à Spa-Francorchamps, on annonce de la pluie pour les 3 jours. Mais ce n'est pas certain, hein. Voilà, c'est seulement une question de probabilité. Donc on annonce 65% de chances d'avoir de la pluie lors de la journée du vendredi, 45% pour le samedi, et je rappelle que le samedi est plutôt important puisque nous avons une course sprint, nous sommes en format sprint ce week-end. Et pour le dimanche, on annonce 40% de chances d'avoir de la pluie. Donc voilà, concernant les conditions météo, elles pourraient évoluer. De toute façon, je vous tiens au courant. En commentaire épinglé, hein, je vous ferai certaines mises à jour, bien évidemment. Donc on est parti pour le point sur les écuries et commençons tout de suite par le leader du championnat et le grand favori, logiquement, ce week-end. Je parle bien sûr de McLaren. Et concernant McLaren, ça devient de plus en plus intéressant. Nous arrivons à la mi-saison. Là, on est en format sprint, donc format sprint plus course principale, week-end plutôt important, que ce soit pour Lando Norris ou même pour Oscar Piastri. Oscar Piastri, toujours leader du championnat et toujours en tête face à son coéquipier. Maintenant, la seule interrogation qu'on peut se poser, c'est au niveau des évolutions. C'est vrai que McLaren n'a pas rapporté énormément d'évolutions. Là, il y a un fond plat expérimental qui est arrivé à Silverstone, qui n'a même pas été utilisé en course. Peut-être qu'on pourrait voir ce fond plat arriver sur la MCL 39. Je pense qu'ils vont tester certaines choses. Malgré le format sprint, ça ne me surprendrait pas du tout. Ils sont tellement en avance qu'ils peuvent se le permettre. La seule faiblesse qu'on pourrait voir apparaître, et ce n'est même plus une faiblesse puisque la McLaren gagne tellement de temps dans les sections rapides et dans les sections lentes, c'est au niveau de la traînée. C'est vrai qu'il y a encore une fois un déficit. Voilà. Si on compare la MCL 39 à la Ferrari ou à la Red Bull, c'est vrai que la MCL 39 est moins rapide en ligne droite, mais il gagne tellement de temps dans les sections, dans les virages, tout simplement, il gagne tellement de temps dans les virages que je ne les vois pas du tout en difficulté à ce niveau-là. Après, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise, on verra ce qui se passera, mais je les considère comme toujours comme les grands favoris ce week-end. Et on continue avec l'écurie que j'attends le plus ce week-end, puisque nous avons une évolution qui arrive, et pas n'importe laquelle. Tout d'abord, parlons de Ferrari à Spa-Francorchamps. Généralement, et je dis bien généralement, Spa-Francorchamps est un tracé qui n'est pas très favorable à la Ferrari. Voilà, pas très favorable dans le sens de la configuration, comme toujours, puisqu'il faut faire des compromis. Il faut trouver le bon équilibre entre l'appui aérodynamique et la vitesse de pointe, ce que Ferrari a du mal à faire. Les moments où on a vu la Ferrari la plus performante cette saison, c'est quand exactement il y avait le moins de compromis à faire, comme par exemple ce qu'on a pu voir au Grand Prix de Monaco. Donc là, il va falloir faire des choix qui vont être très importants, et surtout que, encore une fois, on est en format sprint,
Et pendant tout le week-end, tu n'auras pas 50 000 tentatives, quoi. Donc il faut essayer de trouver la bonne configuration directement. Maintenant que ceci est dit, on en revient au plus gros problème de Ferrari depuis ce début de saison, en l'occurrence la hauteur de caisse. Puisque je rappelle que si tu augmentes trop la hauteur de caisse pour économiser le plancher, eh bien, tu as une certaine instabilité à l'arrière qui commence à apparaître. Donc, on a eu ce nouveau fond plat qui a permis à Ferrari de beaucoup mieux transférer la charge de la monoplace. Maintenant, pour Spa, on attend une nouvelle suspension arrière. Une nouvelle suspension arrière qui devrait permettre à la SF25 d'avoir une meilleure stabilité, notamment en sortie de virage. Si je vous montre cette suspension arrière, les plus gros changements se situent au niveau du triangle supérieur qui ont été légèrement abaissés, même avancés. Il y a eu une augmentation de la géométrie d'anti-cabrage de la monoplace, on peut largement le constater. Ça va permettre à la voiture de ne pas systématiquement s'écraser au sol, notamment lors de l'accélération. Ça va donner beaucoup plus de résistance et donc logiquement un petit peu plus de stabilité, notamment lors des sorties de virage. Cela peut régler le problème, même si c'est assez partiel, on va dire tout ne se joue pas sur cette suspension arrière. Et cela peut permettre à la SF25 de retrouver, vous savez, un petit peu plus de souplesse et peut faire en sorte surtout d'éviter une usure excessive des planches. On verra ce week-end en conditions de course qui se passera au niveau de la performance, mais au moins il y a quelque chose dont je suis pratiquement sûr, c'est que les pilotes vont être de plus en plus en confiance. Surtout Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, on le sait très bien, il aime avoir un arrière stable, donc j'espère vraiment que cette suspension arrière lui permettra d'être beaucoup plus en confiance avec sa monoplace. En tout cas, les amis, on en a terminé concernant Ferrari. J'ai voulu faire un plus gros point sur Ferrari, puisque cette évolution, on l'attend depuis très longtemps. Je leur souhaite bonne chance, en espérant, comme toujours, un bon résultat pour la Scuderia. Et on continue avec Mercedes. Et Mercedes, je les attends présents ce week-end. Franchement, si on regarde les qualités de la W16, il y a énormément de qualités qui vont logiquement ressortir sur ce tracé. En l'occurrence, la très très grosse vitesse de pointe qui devrait aider les deux flèches d'argent, donc la W16 a plutôt bien performé sur les lignes droites de ce tracé, que ce soit dans le premier secteur ou même dans le troisième secteur, je les vois extrêmement compétitifs. La très bonne motricité va énormément aider les pilotes, je l'imagine, que ce soit à la fin du troisième secteur ou même à la source, voilà, lors de ce premier virage. Autre chose, c'est la gestion des températures. Pas la peine de vous le dire, en Belgique, on n'attend pas de forte chaleur. Malgré certaines évolutions qui ont pu apparaître sur la W16 depuis ce début de saison, on a bien pu le voir, la Mercedes ne gère pas aussi bien les températures que d'autres équipes. Et là, ça ne sera pas un problème. Et même par rapport aux pneus, j'imagine que la dégradation sera beaucoup moins présente. Je les vois forcément avoir une bien meilleure gestion thermique des pneumatiques. Et pour terminer, et là je vais vous donner une information, cette information n'a toujours pas été confirmée par l'écurie, mais je pense que c'est vrai. Mercedes devrait rapporter certaines évolutions en Belgique et en Hongrie, donc des évolutions qui seront majeures pour le reste de la saison. J'ai hâte de voir ces futures évolutions. On n'a pas encore eu d'informations, enfin du moins de détails sur les évolutions en elles-mêmes, mais voilà, en tout cas on s'attend à voir certaines évolutions sur la W16 et j'ai hâte même de voir la performance de Mercedes ce week-end, surtout la performance de George Russell, George Russell qui a toujours été performant du côté de la Belgique. On a terminé sur Mercedes et on continue avec Red Bull, et en ce moment chez Red Bull c'est pas la fête, je vous montre plusieurs informations. Déjà le licenciement de Christian Horner, le fait que Laurent Mekies est désormais le nouveau patron, le nouveau directeur principal de Red Bull, le fait que Alan Perman a été promu chez Racing Bulls, beaucoup de changements chez Red Bull en ce moment, et franchement je me suis pris une claque quand j'ai appris ce qui s'était passé au niveau de Christian Horner, le Christian Horner qui était dans l'écurie depuis plus de 20 ans, 21 ans je crois pour être précis. D'ailleurs je vous ai posé la question, êtes-vous d'accord avec cette décision? Et je pense que pour la plupart d'entre vous c'est assez clair, vous n'êtes pas d'accord avec ces décisions de laisser partir Christian Horner. C'est une décision qui en a surpris plus d'un, moi y compris. Je vais pas vous mentir, je vais être totalement honnête avec vous, je n'étais pas du tout, mais du tout préparé à cette annonce. On sait tout ce qui s'est passé, l'affaire Horner qui a fragilisé l'image de Christian Horner dans l'écurie, le fait qu'il y ait deux clans entre Horner et les investisseurs thaïlandais notamment, et le clan Marco, le clan Verstappen. On sait qu'il y avait une certaine cassure entre les deux clans. On sait également que certains choix de Christian Horner ont fait longuement parler dans l'écurie, notamment le choix de prolonger Sergio Pérez et du coup de devoir donner des indemnités à un pilote que tu n'as même pas gardé par la suite. La gestion humaine de Christian Horner a été très mal gérée, et là je parle bien sûr de tous les départs qui ont, on va dire, construit la chute de Red Bull aujourd'hui. Je parle d'Adrian Newey, je parle de Jonathan Whitley,
je parle de Bob Marshall, je parle de Stevenson, je me parle de Courtney. Beaucoup de personnes sont parties. Moi, j'ai plus l'impression que son départ est dû à une mauvaise gestion humaine et surtout à une mauvaise gestion des coûts. Voilà, une mauvaise gestion financière dans l'écurie. Donc, on ne sait pas encore la véritable raison. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai pas voulu vous en parler directement quand l'information est sortie. J'attends vraiment d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir m'exprimer. En tout cas, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que ce départ aura un impact quoi qu'il arrive, que ça soit positif ou négatif. Dans le sens négatif, c'est que Christian Horner a toujours été dans l'écurie. Donc là, l'écurie va devoir carrément changer de manière de faire, hein, littéralement, et dans le sens, on va dire, un petit peu plus positif, comme quand j'évoquais le départ de Max Verstappen, le potentiel départ de Max Verstappen chez Mercedes. Pour moi, c'est toujours bien de prendre un nouveau départ, voilà, de recommencer un nouveau cycle, surtout que là, tout le monde est parti. Je vous montre une image, c'est gravissime, quoi. Enfin, vraiment, là, on assiste soit à la chute de Red Bull, soit à la renaissance de Red Bull, hein. Je ne sais pas encore quoi en penser, mais en tout cas, voilà. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez, les amis. J'étais obligé de vous parler, bien évidemment, de Christian Horner. J'étais obligé de prendre un petit peu plus de temps. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. Maintenant qu'on a parlé de Christian Horner, parlons des remplaçants. Je vous parle de Laurent Mekies. C'est un homme ultra expérimenté, mais vraiment ultra expérimenté, extrêmement respecté d'ailleurs dans le paddock, apprécié par les ingénieurs. Il est passé par Minardi, il a travaillé à la FIA, ça a été l'adjoint de Mattia Binotto chez Ferrari. Il a une vision technique qui est assez particulière. C'est un ingénieur de base. Et dernière chose à prendre en compte, je pense que c'est l'une des meilleures personnes possibles pour reconstruire Red Bull, vraiment. Rien que par rapport à son expérience. C'est l'homme idéal selon moi. Alan Perman, lui, c'est à peu près différent. Il est passé par plusieurs écuries, Benetton, Renault, Lotus, Aston Martin. En plus, c'est un homme qui va permettre de rapporter une certaine rigueur dans l'écurie et qui va permettre à une écurie d'être structuré. C'est vraiment un homme de terrain et là où je suis le plus content, c'est que forcément en fait c'est une personne qui a travaillé avec de très très grands pilotes. Je pense à Kimi Raikkonen, je pense à Schumacher, je pense à Fernando Alonso. Donc pour des jeunes pilotes tels que Isaac Hadjar ou Liam Lawson, c'est vraiment l'une des meilleures personnes à avoir en tant que directeur d'équipe. Sur ce, on a terminé concernant Christian Horner. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail quand on aura des informations un petit peu plus concrètes. Si je vous parle de la performance de Red Bull à Spa, là je vois bien la RB21 revenir, je vois bien Max Verstappen revenir. On sait que cette voiture a tout de même certaines qualités, la très très bonne vitesse de pointe, l'appui aérodynamique de cette voiture. Par contre, j'ai toujours un petit peu peur par rapport à certaines faiblesses qu'on peut voir apparaître, généralement, comme la dégradation pneumatique qui est toujours un problème, il faut le dire, et surtout la configuration. C'est toujours difficile de configurer cette RB21 de la meilleure des manières. Mais bon, s'ils arrivent à trouver les bons compromis, je vois un Max Verstappen plutôt en forme, hein. Ce week-end, il a toujours été présent du côté de la Belgique. Donc pourquoi pas un bon résultat du quadruple champion du monde. Et un petit mot sur les autres écuries. Alors tout d'abord, Alpine. Bon, Alpine, Pierre Gasly est plutôt surprenant en qualification. C'est en rythme de course qu'il en manque un petit peu, hein. Une voiture qui n'a pas tellement d'adhérence, qui dégrade énormément les pneus, puisque quand tu n'as pas d'adhérence, tu te mets à glisser, donc tu dégrades beaucoup plus tes pneus, et donc ça a un impact sur ton rythme de course. On a pu le voir lors des derniers Grands Prix. J'espère une belle surprise d'Alpine. Aston Martin, ça a l'air d'être un petit peu mieux depuis les dernières évolutions. La voiture est bien revenue en qualification. Les pilotes, depuis quelques Grands Prix, ont de plus en plus confiance en la monoplace, que ce soit Fernando Alonso ou Lance Stroll. Donc pourquoi pas un bon résultat de la part d'Aston Martin. Williams, pareil. Williams, la plus grosse qualité de la Williams, et ça ne date pas d'hier, c'est la très bonne vitesse de pointe qu'elle est capable de te donner. Donc dans le premier secteur et dans le troisième secteur, ça devrait plutôt bien se passer pour Williams. Pourquoi pas un retour de Williams dans les points. Pour As, ce Grand Prix de Belgique est plutôt important puisque As avait rapporté plusieurs évolutions, un nouveau fond plat, des nouveaux pontons avec des entrées d'air différentes, un capot moteur qui a été redessiné et même un nouveau beam wing. Donc ce Grand Prix de Belgique sera une réelle opportunité de pouvoir tester ces évolutions. Et on termine avec Steak et on n'oublie pas, hein, le podium de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui s'en sort bien mieux avec cette monoplace, puisque oui, cette monoplace a connu beaucoup d'évolutions depuis ces dernières semaines qui l'ont rendu bien plus prévisible. J'espère vraiment revoir Nico Hülkenberg au minimum dans le top 10 ce week-end. Donc on est parti les amis pour mon pronostic et n'oubliez pas de me laisser le vôtre comme toujours dans les commentaires. Je rappelle que je passe les pronostiqueurs gagnants, les personnes qui me trouvent le bon podium dans l'ordre, je les passe dans la prochaine preview. Là, malheureusement, je ne peux passer personne, puisque personne n'a trouvé le bon pronostic lors du Grand Prix de Silverstone. C'est tout à fait normal, hein, dû au podium de Nico Hülkenberg. Maintenant, pour mon pronostic personnel, je ne vais pas changer mes favoris, hein, et c'est généralement le même pronostic que je vous donne systématiquement chaque semaine. McLaren est favori, ça c'est sûr et certain. Le seul point d'interrogation, c'est au niveau des deux pilotes. Moi, je trouve que Lando Norris est plutôt bien revenu depuis quelques Grands Prix. Depuis l'Autriche, il a gagné en confiance avec la nouvelle suspension. Mais même si on revient
un petit peu avant, Monaco c'est premier, Espagne c'est deuxième, Canada, bon il se plante avec son coéquipier, Autriche c'est premier, Silverstone c'est premier. Donc les résultats sont plutôt bons en ce moment. J'ai retrouvé, vous savez, un petit peu le Lando Norris qu'on connaissait en 2024. Donc je vais le mettre en première position, mais j'avoue avoir longuement hésité entre lui et son coéquipier, puisqu'Oscar Piastri, il n'a pas gagné depuis 2 Grands Prix, et ça, depuis ce début de saison, c'est assez rare. Et d'ailleurs, Oscar Piastri, je vais le laisser en deuxième position. Maintenant, en troisième position, il y a plusieurs inconnus. Je ne sais pas si Max Verstappen va revenir. Je pense qu'il va revenir ce week-end. Pour Ferrari, j'attends de voir l'impact que la suspension arrière aura sur les performances de la monoplace. J'espère que ça sera un impact positif et j'espère voir l'un des 2 pilotes Ferrari sur le podium. Et il y a l'énigme Mercedes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mercedes, c'est une énigme. Pourquoi? Puisque Mercedes, c'est un peu l'écurie... Tu ne sais jamais où Mercedes va atterrir. Et j'avoue que vu sa performance de l'année dernière, voir George Russell sur le podium ce week-end ne me surprendrait pas du tout. Maintenant, si je dois me décider, allez, je vais rester sur George Russell. Voilà, tout simplement, je vais rester sur George Russell en troisième position. Pourquoi? Puisque c'était le gagnant de l'année dernière. Il s'est fait disqualifier l'année dernière, il n'avait pas eu de chance. Alors qu'il méritait totalement le podium l'année dernière, donc je vais le mettre sur le podium. Cette année, j'avoue avoir longuement hésité entre lui, Verstappen, Hamilton aussi qui est très fort à Spa-Francorchamps, Charles Leclerc également, sa première victoire, ne l'oublions pas. J'avoue avoir longuement hésité. En tout cas, n'oubliez pas, mettez votre pronostic dans les commentaires. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, un petit partage. Voilà, en tout cas, moi, je suis extrêmement heureux. La F1 est de retour et on n'est vraiment pas prêt. Je vous le dis directement, on n'est vraiment pas prêt pour les prochaines semaines avec tout ce qui est en train de se passer déjà lors de cette silly season. Il nous reste 12 grands prix et je pense qu'on va avoir de très très bonnes surprises. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour le débrief de ce Grand Prix de Belgique 2025. Salut tout le monde.